tous nos ancêtres étaient africains. Tous nos ancêtres étaient africains. Nous sommes tous africains, Karine. Une peau noire et des yeux bleus perçants. Étonnés, les Britanniques viennent de découvrir à quoi ressemblaient leurs ancêtres. Ça ne m'étonne pas, l'humanité a voyagé depuis l'Afrique, donc ça me paraît logique. Aucun ossement provenant de préhumains aussi vieux n'a été retrouvé ailleurs qu'en Afrique. Mais alors, Jamy, le berceau de l'humanité, ce serait l'Afrique ? L'Afrique de l'Est, précisément. Les blancs sont décolorés pour vous. Oui, je suis un décoloré. Ah ouais. Et l'œil bleu, c'est un œil qui n'a pas de couleur. C'est intéressant. Selon la thèse officielle, l'entièreté de l'humanité proviendra des peuples noirs qui auraient progressivement quitté l'Afrique pour habiter le reste du monde il y a environ 60 000 ans. Cette théorie porte un nom, Out of Africa, la sortie d'Afrique. Cette thèse, mise en avant par nos élites, se popularise aujourd'hui en même temps que l'Europe subit la plus grande crise identitaire de son histoire. Mais derrière la vitrine scientifique de cette théorie se cache l'une des pires instrumentalisations de nos origines. Depuis les travaux de Charles Darwin, de nombreuses tentatives ont vu le jour pour placer l'évolution de l'homme blanc depuis des groupes de primates africains. Mais il faut véritablement attendre l'après-guerre pour que la théorie Out of Africa s'impose comme modèle dominant. Quelques mois après la chute du Troisième Reich, le 16 novembre 1945, les Alliés mettent en place l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Plus connue sous le terme de l'UNESCO, cette organisation mondiale se donne pour rôle principal d'imposer une conception antiraciste et universelle de l'origine de l'homme et de son patrimoine culturel. Comme le dit si bien Viktor Stoïkovski, afin de répondre au nazisme qui aspirait à asseoir son idéologie inégalitaire sur une justification scientifique, l'antiracisme de l'après-guerre a également voulu munir sa doctrine d'une conscience scientifique. Pour réaliser cet agenda politique, 4 déclarations sont publiées par l'UNESCO en 1950, 1951, 1964 et 1967, dans le but d'imposer des directives à la science anthropologique. L'accent est mis sur le bannissement des différences biologiques entre les races et la mise en place d'une narration soutenant une histoire évolutive commune de l'humanité. Dans une déclaration de l'UNESCO en septembre 1967, on déclare même que « il appartient donc à tous les spécialistes des sciences biologiques et sociales, aux philosophes et aux chercheurs travaillant dans des disciplines voisines de veiller à ce que les résultats de leurs recherches ne soient pas utilisés abusivement par ceux qui veulent propager les préjugés raciaux. » Il n'a jamais été établi que le métissage présente un inconvénient biologique pour l'humanité en général. Par contre, il contribue largement au maintien des liens biologiques entre les groupes humains, donc de l'unité de l'espèce humaine dans sa diversité. En 1956, l'UNESCO publie un ouvrage capital intitulé « Le racisme devant la science », où de grands noms israélites du monde universitaire ont signé des articles pour la promotion de l'antiracisme, ainsi que des thèses scientifiques africanistes et universalistes qui constitueront la croyance de la future théorie Out of Africa. Parmi eux, Claude Lévi-Strauss, Kleinberg Otto et Max Gluckman. C'est ainsi que les recherches paléanthropologiques en Afrique vont être motivées par des objectifs politiques et des financements avantageux. On assiste rapidement à un changement de paradigme. Les générations de chercheurs et du personnel enseignant des années 1950 se voient être remplacées par une nouvelle vague de professeurs à partir des années 1960, plus enclin à répandre l'idéologie mondialiste d'après-guerre. Yves Coppens, un des plus grands paléanthropologues français qui débuta sa carrière à cette époque, ne se cachait pas de la dimension politique et idéologique de son travail, en affirmant dans un entretien du magazine Science et Avenir que la paléanthropologie, comme la préhistoire et l'ethnologie,
font peut-être insidieusement apparaître un nouvel humanisme de fin de siècle. Si l'on admet en outre que l'homme a une origine animale, que cette origine est africaine et qu'elle est unique, cela signifie que tous les hommes sont frères. Cela peut paraître simpliste, mais c'est une façon de lutter contre le racisme et l'intolérance. Derrière ces déclarations, Yves Coppens et ses collègues ne cachent pas leur participation dans la mise en place d'une nouvelle humanité dont les croyances se basent sur une origine animale puis africaine. Ce projet vise à éradiquer toute conscience identitaire auprès des Blancs en arrachant le principe de communauté à l'individu. Cela crée une humanité beaucoup plus docile puisque dépossédée de tout sentiment d'appartenance, si ce n'est envers une société mélangée et uniformisée. Cette volonté politique est clairement définie dans les textes publiés par l'UNESCO après la Deuxième Guerre mondiale. C'est dans ce contexte qu'un conglomérat de fragments de primates africains sont mis en avant par divers scientifiques comme preuve de nos origines africaines. En 1974, survient la célèbre et très médiatisée découverte de Lucie en Éthiopie, 40% d'un squelette fragmentaire présenté comme notre plus lointain ancêtre ayant vécu en Afrique il y a 3,6 millions d'années. Tout ça avant que des révélations ultérieures ne prouvent qu'elle n'était en fait qu'un singe, sans lien généalogique avec l'homme. Il s'agit de l'Australopithèque, de l'Homo habilis, l'Homo rudolfensis ou encore l'Homo ergaster et toutes les autres espèces qu'on présente habituellement au public. Il s'agit, dans la totalité, d'espèces imaginaires qui ne se basent que sur des demi-crânes de singes ou des fragments d'ossements cassés et dont le but est de faire croire que nous descendons d'elles. Henry G., l'éditeur du célèbre journal spécialisé Nature, s'insurge contre certaines méthodes de la paléanthropologie en disant que disposer d'une série de fossiles puis affirmer qu'elle représente un arbre généalogique n'est pas une hypothèse scientifique qui pourrait être examinée, mais une fanfaronnade qui partage la même revendication de réalité qu'une histoire que l'on raconte pour passer une bonne nuit, distrayante peut-être, mais pas scientifique. Pour savoir en détail pourquoi chacune de ces espèces est une falsification, vous pouvez regarder ma vidéo qui s'appelle « Les mensonges de la paléanthropologie » où j'aborde la question en détail. Sur la base de ces ossements trouvés en Afrique, la théorie Out of Africa postule que leur âge dépasserait ce que nous avons retrouvé en Europe ou en Asie. Ce qui justifierait pourquoi les premières populations sont africaines et ont ensuite quitté l'Afrique pour le reste du monde. Or, la datation au carbone 14 est impossible, au-delà de 50 000 ans. Ainsi, les méthodes pour dater ces fossiles utilisent l'âge supposé des couches géologiques autour de l'ossement. Une méthode peu fiable et vivement critiquée du fait que les matériaux environnants, les infiltrations d'eau et les mouvements géologiques peuvent fausser les résultats, ce qui rend les âges des fossiles incertains. D'un autre côté, des critiques ont émergé, arguant que les plus anciens restes squelettiques ne sont pas africains, mais européens ou asiatiques, en se basant sur d'autres datations, d'autres ossements. Cependant, selon moi, la guerre à l'ancienneté que se mènent les différents camps n'a pas lieu d'être, car de toute façon ces méthodes de datation ne sont pas fiables, qu'il s'agit de l'Afrique, de l'Europe ou de l'Asie. Un autre point important qui nous permet de comprendre pourquoi Out of Africa est une imposture est la génétique. Récemment, l'analyse de l'ADN des populations noires d'Afrique par des généticiens américains révèle qu'ils ont conservé jusqu'à 19% de leur génome d'une espèce fantôme, une branche disparue de la lignée humaine dont il n'existe pour l'heure aucune trace. Selon ces travaux, des variations génétiques au sein de l'ADN des subsahariens ne peuvent s'expliquer que par l'héritage de gènes issus d'une espèce humaine archaïque inconnue, puisqu'on ne les retrouve ni dans le génome d'Homo sapiens, ni dans celui de l'homme de Néandertal, ni dans celui de l'homme de Denisova, mais uniquement chez les Africains. Pour l'instant, nous ne savons pas à quelle espèce d'hominidé cette branche aurait pu appartenir. Il semble que la branche aurait divergé des ancêtres des humains modernes il y a très longtemps, bien avant que ceux-ci ne se séparent de Néandertal. Nous ne savons pas où cette population aurait vécu et quel fossile pourrait lui correspondre. Cette trouvaille est d'une importance capitale puisque si les subsahariens ont jusqu'à 19% de leur patrimoine génétique de cette ancienne espèce archaïque, les Européens et les Asiatiques, eux, ne l'ont pas. Ces données contredisent donc la thèse officielle selon laquelle les Européens et les Asiatiques descendent des Africains anciens et rend impossible la théorie Out of Africa. Car si les populations d'Europe et d'Asie descendent des populations d'Afrique, nous aurions dû, en toute logique, retrouver de l'ADN de cette espèce archaïque au sein de leur génome. Or ce n'est pas le cas. Notre génétique est radicalement différente des Africains qui forment un groupe bien distinct des autres populations humaines.
La seule hypothèse que prône désormais la thèse officielle est de dire qu'on ne trouve pas l'ADN de l'espèce archaïque chez les Homo sapiens d'Europe et d'Asie, car ce mélange se serait effectué en Afrique après que nos ancêtres l'aient quitté. Sachant qu'officiellement la sortie d'Afrique s'est produite il y a environ 60 000 ans, les chercheurs ont donc soudainement pensé que le mélange des Africains avec l'espèce fantôme se serait déroulé il y a 50 000 ans, soit quelques milliers d'années seulement après que les autres populations ont quitté l'Afrique. Ce qui justifierait pourquoi ce sont seulement les Africains restés sur place qui sont mélangés avec de l'ADN d'une espèce archaïque. Mais au-delà d'être spéculatif, cet arrangement pour que la chronologie coordonne est complètement improbable, du fait que ces mêmes chercheurs avaient dit que cette espèce fantôme archaïque était présente en Afrique depuis 650 000 ans. Autant vous dire qu'elle se serait mélangée avec les populations d'Afrique bien avant moins 60 000 ans. Mais au vu du fait qu'on ne connaît rien de cette espèce et qu'aucun fossile n'a été découvert, les datations laissent carte blanche aux interprétations. En revanche, la génétique est formelle. Quand on observe l'ADN des anciens Européens, les études démontrent qu'ils étaient semblables aux Européens modernes, ce qui s'oppose complètement à la théorie Out of Africa. L'ADN le plus ancien d'Homo sapiens retrouvé en Europe provient de spécimens découverts en Bulgarie et en Angleterre. Les chercheurs ont extrait de l'ADN ancien à partir d'os datés d'environ 45 000 ans, qui appartenaient à l'allogroupe U et H, soit des allogroupes très courants parmi les populations européennes modernes. Un autre Homo sapiens datant approximativement de 28 000 ans a été découvert en Italie et portait une séquence d'ADN mitochondrial similaire des Européens modernes, chose impossible si quelques dizaines de milliers d'années auparavant nous étions des Noirs primitifs d'Afrique. Les travaux qui tentent de faire croire qu'au départ les migrations humaines se sont déroulées en un mouvement unidirectionnel d'Afrique vers d'autres régions sont des présuppositions mensongères puisque les allogroupes non africains ne descendent pas des allogroupes africains. Je demande votre attention pour l'explication qui va suivre. Les différences distinctes observées indiquent que les lignées africaines et non africaines se sont divisées à un moment donné dans l'histoire de l'évolution. La thèse majoritaire pense que cette séparation a eu lieu au sein de l'allogroupe A, qui serait le plus ancien et commun à toute l'humanité. Même si là encore il est important de noter que l'attribution d'une ancienneté à un allogroupe est relative. La complexité de l'histoire génétique humaine rend difficile le fait de déterminer un allogroupe unique comme le plus ancien absolu. Mais n'ayant pas l'ADN des fossiles anciens, nous n'avons aucune indication sur où l'ancêtre commun de l'allogroupe A a vécu. Il aurait tout aussi bien pu vivre en Europe, en Asie ou au Moyen-Orient. Le problème est que l'allogroupe A ne désigne pas un seul groupe unifié comme on pourrait le penser, mais plusieurs lignées différentes d'allogroupe A dont on n'arrive pas à remonter le fil. Chaque lignée est caractérisée par des variations génétiques spécifiques qui se sont développées au fil du temps. En fait, dans le contexte de l'évolution génétique, il n'y a pas de racine unique de l'arbre de l'allogroupe A. Par conséquent, il n'est pas approprié de considérer l'allogroupe A comme une seule entité unifiée par laquelle tous les hommes se sont soudainement séparés. En l'absence de l'identification d'une lignée ancestrale commune, les recherches et les analyses des variations génétiques au sein des différentes lignées d'allogroupe A montrent que les ancêtres des populations africaines et non africaines ont évolué à travers plusieurs lignées différentes depuis une époque si lointaine que nous ne pouvons pas en retracer l'origine. En sachant que grâce à la génétique, nous avons découvert que nous ne descendons pas tous d'une seule espèce commune, les thèses polygénistes qui prétendaient que l'humanité était divisée en plusieurs espèces différentes font leur grand retour. Mais l'étude plaçait la séparation de l'humanité il y a 160 000 ans. Mais elle aurait pu très bien la placer il y a 500 000, 1 million ou 1 milliard d'années. Car voici ce que dit l'étude en parlant des dates présumées sur la division de l'espèce humaine depuis le supposé allogroupe A commun. À ce stade, il n'existe aucune méthodologie permettant de calculer ces chiffres. Les chiffres sont tirés de nulle part et dans des dizaines d'articles. Il nous est étonnant qu'aucun érudit n'a jamais remis en question ces chiffres. L'hypothèse avait besoin de chiffres et il semble avoir été proposé et fourni sans justification. Nous n'avons pas l'ADN des fossiles anciens, ni la possibilité d'affirmer à travers la génétique la provenance ou la datation de cet allogroupe A. Tout ce que l'on peut dire est que du point de vue de la génétique, les Africains sont un groupe radicalement différent du reste des non-africains, et nous n'avons pas les mêmes allogroupes. L'affirmation commune selon laquelle les humains anatomiquement modernes sont sortis d'Afrique il y a environ 60 000 ans pour ensuite devenir des Homo sapiens européens est complètement infondée. Même avec des millions d'années, en faisant vivre des milliers de générations de Noirs africains au fin fond de la Scandinavie, il n'en ressortira jamais des Scandinaves.
Le code génétique ne change pas à cause de facteurs environnementaux, mais se transmet par l'ADN. L'environnement extérieur tel que le climat ou l'adaptation à un milieu peut tout juste permettre la survie des Africains les plus robustes contre le froid, en quelque sorte un phénomène de sélection naturelle. Mais le manque de soleil n'a aucun impact sur une modification radicale du génome, un changement d'espèce allant d'une population africaine archaïque vers une population européenne nordique est impossible. Et n'a jamais pu être scientifiquement prouvé ni observé. Toujours dans l'idée de saboter notre identité, les médias et les universités mettent en avant des reconstitutions qui représentent les anciens chasseurs-cueilleurs européens comme ayant la peau noire en prétextant qu'ils provenaient d'Afrique. Ils basent leur argumentaire sur le fait que certaines populations d'Europe centrale n'avaient pas les gènes SLC24A5 et SLC45A2, prétendument nécessaires pour avoir une peau blanche. Bon, déjà, ça concerne que l'Europe centrale, puisque si on monte en Scandinavie, l'étude a trouvé 7 chasseurs-cueilleurs en Suède, vieux de 7700 ans, qui présentaient bel et bien les deux variantes génétiques de peau claire, SLC24A5 et SLC45A2. Ils possédaient même le gène HERC2-OCA2 pour les yeux bleus et les cheveux blonds. Bref, des Ariens. En outre, nul doute sur le fait que les chasseurs-cueilleurs européens du nord de l'Europe étaient blancs et avaient les yeux bleus, mais selon certaines thèses, ceux d'Europe centrale et méridionale avaient apparemment la peau noire ou brune, car ils ne détenaient pas ces gènes. Ce qui nous vient à une question importante, avons-nous réellement besoin des gènes SLC24A5 et SLC45A2 pour avoir une peau blanche, comme le disent les médias? Eh bien non. Les Sibériens, les anciens Basques ou encore les Finnois par exemple n'ont pas ces gènes. Et pourtant ils ne sont pas noirs ou bruns, mais ils ont une peau pâle. On est très loin de la propagande qui présente les chasseurs-cueilleurs européens comme étant noirs, sous prétexte de ne pas avoir eu les gènes SLC cités précédemment. La différence avec aujourd'hui est que les populations européennes ont quasiment toutes hérité des gènes SLC au fur et à mesure des interactions, ce qui a conduit plus tard certains scientifiques à penser que ces gènes de la peau étaient nécessaires pour être blancs. Alors que non. Comme j'ai dit avant, les Sibériens, les Basques ou encore les Finnois en étaient totalement dépossédés, c'est pas pour autant qu'ils étaient noirs. Lorsque nous explorons les mécanismes génétiques de la pigmentation de la peau, il devient évident que la situation est bien plus complexe que ce que les gènes SLC24A5 et SLC45A2 pourraient laisser croire. L'histoire évolutive de l'humanité a conduit à une variabilité considérable dans les mécanismes de la pigmentation. Cette variété ne peut être réduite à la présence ou à l'absence de quelques gènes spécifiques. En tout cas, c'est un bon exemple pour comprendre comment la non-présence de quelques gènes fallacieusement sélectionnés par certains chercheurs peuvent laisser croire à une absence de blancheur et donc à des ancêtres noirs qui proviendraient d'Afrique, ce qui justifierait la théorie Out of Africa. Cette observation met en lumière la malhonnêteté intellectuelle de ce milieu et le danger qu'elle constitue pour la vérité. La constatation de l'absence d'ancêtres noirs à travers le dévoilement de la théorie Out of Africa et ses mensonges permet de porter un nouveau regard sur notre passé et de cesser de croire le monde de la recherche sous le seul prétexte d'une qualification universitaire. En somme, si cette théorie inocule l'opinion que le foyer originel de toute l'humanité provient de primates puis des Africains, elle vend surtout l'idée que l'intelligence et la beauté des grands peuples civilisateurs de ce monde n'émanent pas des dimensions supérieures de l'homme, mais de plans inférieurs se situant au plus proche de l'animalité. En nous faisant croire que l'on provient de quelque chose, on veut surtout nous y faire parvenir. Comprendra qui pourra.